Bien, bonjour à tous. Donc on va continuer le cours de hier. Alors j'ai mis les slides là que je vous montre, elles sont sur la page du cours. Voilà, donc si vous voulez les récupérer, je les ai mis ce matin. Donc voilà, il y a les trucs ici, Lecture Slides, et vous récupérez le fichier que je suis en train de vous montrer. J'ai mis un peu de publicité aussi. Voilà, donc... Donc hier, je vous rappelle qu'on avait, après une introduction avec des petits aspects historiques sur le calcul tensoriel sur les variétés, j'avais introduit, on avait commencé une feuille de calcul avec la définition d'une variété, les cartes sur la variété, et on s'était arrêté au niveau des champs scalaires sur la variété. Donc reprenons, donc je vais aller à cet endroit-là, reprenons cette feuille de calcul. On avait presque fini, en fait, si vous vous rappelez bien. Simplement, on était en train de regarder comment on fait l'addition de champs scalaires, comment ça se passe, l'arithmétique des champs scalaires en interne. Enfin, donc, pour ça, on était allé jusqu'à la fin. Je vais faire un... Donc là, je reprends ma feuille de calcul dans le Jupyter. Je fais run all, hop. Là, elle exécute toutes les cellules. Ça, je vais mettre en plein temps, peut-être. On va assez vite. Tac, tac, tac. Voilà, donc on était en train de regarder hier, avant la pause, voilà, cette opération-là. Donc on avait un champ scalaire f sur notre variété. Et puis on voulait lui ajouter un deuxième, et donc on avait pris le champ scalaire unité, multiplié par 2 par exemple, et bon voilà le résultat, et on voulait regarder comment ça se passe. Alors je vous rappelle qu'en Python, quand on a une addition comme ça, en fait il appelle une méthode qui s'appelle underscore underscore add underscore underscore sur le premier objet, c'est-à-dire il appelle cette méthode-là. Donc on avait regardé le code de cette méthode pour voir ce qu'elle faisait, donc on peut le regarder à nouveau. Donc je vous rappelle qu'il suffit de taper un double point d'interrogation pour accéder au code dans Sage. Et donc là on voit qu'en fait c'est une méthode qui est définie non pas au niveau des champs scalaires mais à un niveau beaucoup plus élevé, ce qui est celui des éléments, c'est-à-dire de tous les éléments dans Sage. Peut-être je peux montrer un diagramme de hiérarchie que j'ai une présentation ici. Voilà, en fait, ça apparaît même pas ici tellement c'est à un haut niveau. En fait, les champs scalaires sont implémentés, c'est pas celui-là, c'est celui-là, sont implémentés dans la classe diff scalar field, qui hérite elle-même de scalar field pour les champs scalaires pas nécessairement différenciables, qui hérite de commutative algébra éléments, et lui, il hériterait d'un truc qui s'appelle élément, qui est le top niveau dans Sage pour les éléments. Donc c'est à ce niveau-là qu'est définie cette méthode double underscore add double underscore. On y revient, hop. Donc, et ce qu'on voit, c'est que cette méthode de haut niveau, en fait, elle va appeler une méthode de plus bas niveau. Non, c'était pas celle-ci, excusez-moi, ça c'est le simple underscore. On avait vu, voilà, je reviens ici. Ce qu'on avait vu hier, c'est que ça appelait cette méthode-là, donc elle agit sur left, ça va être f dans notre cas, et là ça va être 2 fois 1. L'élément right, et comme ils ont le même parent, en fait on était là dans le code, s'ils ont le même parent, alors on va appeler la méthode simple underscore add underscore. Et donc c'est cette méthode là qui fait vraiment l'addition au niveau champ scalaire, et pour voir son code, bah, c'est pareil, on pose la question à Sage ici, et donc on a le code ici qui est défini, on peut le vérifier au niveau, ça doit être tout à la fin, il y a le fichier où les choses sont définies, donc c'est le fichier Sage manifold scalar field py. Ces fichiers entre parenthèses, si vous avez Sage d'installer sur votre ordinateur, vous avez également tous ces fichiers sources, hein, vous n'avez pas seulement le binaire, mais vous avez même dans les versions binaires, dites binaires, vous avez tous les fichiers sources dans l'arborescence Sage, donc vous pouvez éditer ce fichier, enfin le regarder, l'éditer même éventuellement. Alors ce que faisait cette méthode, c'était une boucle sur les cartes. Et
ça recherchait les cartes en commun et ça faisait les cartes en commun, c'est-à-dire les cartes sur lesquelles à la fois les deux membres, le membre de gauche et le membre de droite de l'addition sont connus, ont des expressions connues. Éventuellement, cette méthode, elle sait faire des transformations en utilisant les fonctions de transition entre les cartes pour mettre à jour les expressions des champs scalaires dans les différentes cartes. Et ensuite, ce qu'elle fait, elle fait l'addition ici au niveau des expressions sur les cartes. Voilà. Donc, voilà, par exemple, cette méthode, quand on lui demande la méthode qui recherche les cartes communes, voilà, bien ici, voilà, on est passé dessus. Donc, elle trouve deux cartes, c'est nos deux cartes sur notre variété, qui est, je vous rappelle, la sphère, avec la carte liée aux coordonnées stéréographiques depuis le pôle Nord, qu'on appelait U, UXY, et la carte liée aux coordonnées stéréographiques depuis le pôle Sud, qu'on appelait V, X', Y'. Bon, je vous montre peut-être, on va passer sur le code de cette méthode, c'est assez trivial. Juste pour dire qu'elle sait faire des transformations. Et ensuite, donc, on se ramène à une édition sur les cartes. Donc, je vous rappelle peut-être que ce FU qui est là, on va regarder ce que c'est. FU, c'est cet objet-là. Donc c'est ce qu'on a appelé une chart function, c'est-à-dire c'est une représentation de la fonction sur une carte précise, en l'occurrence la première carte, et si je demande le code de l'addition pour cette fonction, donc là je vais directement au simple underscore pour voir le code interne, vraiment implémenté au niveau des fonctions, et bien ce qu'elle fait, donc là c'est la documentation, le code commence là, et bien ça va récupérer la méthode de calcul. Alors, ce qu'on appelle ici méthode de calcul, en fait c'est le moteur de calcul symbolique, donc typiquement PyNike ou bien SymPy par exemple. Et ça fait en fait ici, ça va faire l'addition ici, ça va la faire, donc ça va appeler l'opérateur d'addition du moteur de calcul en question. Donc là, on est au niveau où on ajoute deux expressions symboliques, deux expressions SymPy, deux expressions PyNike, voilà. Et on effectue également une simplification automatique du résultat avant de le retourner. Donc ça, ce simplify, c'est défini au niveau des chart functions, c'est une chaîne de simplification. Vous pouvez imaginer que c'est comme un simplify full, on essaye un peu toutes les simplifications. Donc ça ralentit pas mal les opérations. En fait, le gros du temps n'est pas tellement passé dans l'addition proprement dite, mais dans les simplifications, hein, comme souvent dans ces problèmes de calcul symbolique. Voilà. Alors, maintenant, je vais répondre à une question qui m'a été posée hier aussi. Qu'est-ce qui se passe si on ajoute 2 à f, hein, c'était la question. Au lieu d'ajouter un champ scalaire, j'ajoute l'entier 2. Alors, comme on peut s'en douter, il va transformer en fait 2 en un champ constant. Donc là, c'était voilà, le résultat est là. Et ça, pour le voir, en fait, oui. Oui. Systématiquement. Ouais. Ce qui fait généralement pas très bon. On évite ça justement. Alors, de mon expérience, donc pour ces calculs-là, effectivement, c'est des calculs très simples. On est sur la sphère, on n'a que deux coordonnées, les formules sont toutes relativement simples. Pour les calculs qui m'intéressent moi, c'est-à-dire des calculs en relativité générale sur des tenseurs de Riemann, choses comme ça, de mon expérience, si on ne simplifie pas à chaque opération élémentaire, on a tout de suite ça, l'expression finale devient absolument énorme. Et là, il ne s'est plus simplifié, enfin il se perd dans des... Donc effectivement, d'un point de vue efficacité, c'est très mauvais de simplifier chaque fois, parce qu'on appelle tout l'arbre de simplification à chaque étape. Mais voilà, dans la pratique, je n'ai pas trouvé d'autre solution. Ce que j'aimerais bien implémenter maintenant, c'est un contrôle depuis l'utilisateur, un contrôle du niveau de simplification. C'est-à-dire, par exemple, de dire simplifie à chaque étape élémentaire ou simplifie que le résultat final, ou voilà, qu'on puisse avoir un contrôle en tant qu'utilisateur. Mais effectivement, ça rend les choses très lentes de simplifier à chaque étape. Et donc, la raison pour laquelle il s'est additionné 2 à un champ scalaire, c'est parce qu'il sait convertir 2 en un objet de l'algèbre. Vous voyez, je vous rappelle, CM, c'est l'algèbre des champs scalaires sur la variété. Et donc, si je lui demande CM de 2, il ne bronche pas, il répond quelque chose, et voilà, ben, il répond que c'est le champ constant 2. Et donc, en fait, c'est parce que le parent de 2, ce nombre 2, c'est l'anneau des entiers naturels.
Et en fait, il sait faire une coercion, ce qu'on appelle en sage une coercition, pardon, en français, depuis les antinaturels vers l'algèbre scalaire. Alors, coercition, ça veut dire c'est une conversion implicite, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas besoin de la demander. Si le système de calcul en a besoin à un moment donné, il va effectuer cette conversion, parce que c'est une conversion qui n'est pas ambiguë, il n'y a pas de choix humain à faire. Hein, là, on pourrait se dire, remarquez, bon, c'est peut-être une convention, on a décidé que l'entier 2, si on voulait le convertir en un champ scalaire, c'était le champ constant 2, mais on ne voit pas très bien ce que ça aurait pu être d'autre, donc je pense que c'est relativement non ambigu. Donc, il fait la conversion pour vous, et voilà. Donc, il a une fonction de conversion depuis l'anneau des entiers, vers l'algèbre des champs scalaires. Voilà, donc ça termine la partie sur les champs scalaires, et maintenant, on va passer vraiment au calcul tensoriel proprement dit. En commençant par les vecteurs. Donc voilà. Donc je reviens à la présentation. Hop. Voilà, donc on arrive au champ de vecteurs. Et non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Donc on va commencer par les vecteurs tangents hein, sur la variété. Je vous rappelle ici juste la définition d'un vecteur tangent. C'est une dérivation en fait. Donc ça va des champs scalaires vers le corps de base. Je vous rappelle que dans la pratique, ici, ça sera souvent R ou C. Donc si on prend deux champs scalaires, eh bien en un point, voilà, la dérivation du produit, c'est d'obéir à la règle de Leibniz. Voilà. Donc ça, c'est une définition bête des vecteurs tangents. Alors, évidemment, c'est la base de la théorie des variétés différenciables, c'est que l'ensemble des vecteurs tangents en un point forme un espace vectoriel de même dimension que la variété. Hein. Résultat élémentaire, qu'on appelle donc cet espace vectoriel l'espace tangent à la variété au point P. Oui, donc là, je voulais montrer l'implémentation des vecteurs tangents. Donc, c'était pour remettre le lien sur la feuille de calcul. Donc, revenons à la feuille de calcul pour montrer comment ça se fait, ça, les vecteurs tangents. Donc là, c'est une nouvelle feuille de calcul, en fait, qui s'appelle Vector. Voilà, vous l'avez aussi sur la page web. Donc cette page-là, on va recommencer. Alors, comment on commence une nouvelle feuille de calcul? Eh bien, on va recommencer par reconstruire la variété. Sauf que hier, ce qu'on a fait, on l'a construit étape par étape avec des explications intermédiaires, des schémas. Là, on va faire tout d'un coup. Donc ça, vous reconnaissez ici la construction de la sphère. Non, c'est pas ça. 11. Voilà. La construction de la sphère qu'on a faite hier, donc on déclare une variété dimension 2, ensuite un ouvert sur cette variété, une carte sur cet ouvert avec les coordonnées x, y, ensuite un deuxième ouvert, une carte sur cet ouvert avec les coordonnées x', y'. On dit que la variété, c'est simplement l'union de ces deux ouverts, et puis après, on définit la fonction de transition entre ces deux cartes par ces petites formules, voilà, corrigées avec le YP ici. Et puis, on déclare que on fait calculer l'inverse pour avoir les fonctions de transition dans les deux cas, et on peut faire afficher ici pour voir si tout va bien, juste l'atlas. Donc allons-y et exécutons ça un par un. Et donc ça, c'est juste pour avoir le display high-tech. Donc ça, on exécute cette cellule-là. Ça prend un petit temps, mais voilà. Il affiche Atlas. Alors vous pouvez remarquer que dans l'Atlas, il y a 4 cartes en fait. Il y a les 2 cartes primaires qu'on a déclarées là, et il y a des sous-cartes parce que W, c'est l'intersection de U et de V. Et donc sur cet ouvert W, il y a évidemment des cartes qui sont induites par les cartes du dessus. Hein. Donc il y a 4 cartes dans notre Atlas. Ce qu'on avait aussi introduit hier, c'est un point P, un point pour prendre des exemples, typiquement. Donc le point de coordonnées 1, 2 dans les coordonnées stéréographiques depuis le pôle Nord. Voilà, bon, hop. Et ensuite, oui. Est-ce qu'on peut tester que W est inclus dans U et dans V? Ah bah oui, tu peux lui demander, hein, si tu as un doute. Déjà, il faut lui donner un nom Python, parce que là, on ne lui a pas donné de nom. On a juste passé un nom ici. À ce niveau-là, on a juste passé un nom, un symbole sous forme de chaîne de caractères pour qu'il lui donne un nom en interne. Mais si on veut le récupérer comme un objet Python, il va faire U intersection V. Voilà. Et à ce moment-là, on peut lui dire V is quoi, subset, je pense. Is subset de U.
true. C'est ça que tu veux? Est-ce qu'on teste, juste qu'il a été déclaré comme un sous-ensemble ou est-ce qu'il y a un calcul derrière? Non, il n'y a pas de calcul, parce que comme il est déclaré, quand on fait l'intersection, cette fonction d'intersection, voilà, elle gère. Voilà, en fait, le test ici, il est trivial. Hein, il va vérifier qu'il y a. Voilà. Il doit y avoir un dictionnaire d'intersection pour chaque ouvert qui contient ses sous-ensembles. Chaque ouvert, en fait, il connaît ses sous-ensembles au fur et à mesure qu'on les déclare. Donc, comme ça, il sait remonter. Déclarer W avec des conditions qui n'impliquaient pas clairement qu'il était inclus dans lui. Oui. Je sais. Non, je crois pas. Je crois pas parce que oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, je ne pense pas. Effectivement, il ne recherche pas. Il regarde en fait ce qu'il a en mémoire. Tout ça, c'est trivial, effectivement. Donc là, on a déclaré notre point P. Et puis, on avait aussi défini hier, je vous rappelle, le plongement de la sphère dans R3. Ici, pardon. Donc en définissant tout d'abord R3 comme une variété de dimension 3, avec les coordonnées triviales canoniques de R3. Et puis on avait défini le plongement par des formules sur les paires de cartes, ici. Hein. Donc ça, refaisons-le, parce qu'on en aura besoin. Et, bon, on l'avait utilisé à des fins graphiques, ce plongement. On va refaire le graphique parce qu'on va rajouter des choses dessus, sur ce graphique. Alors pour ajouter des choses sur un graphique, dans Sage, on additionne les graphiques. Vous avez un premier graphique qui est le plot de la carte, la première carte XU, la deuxième carte XV, et donc on les additionne, et on additionne même ici un deuxième plus, le graphique du point P qu'on a créé au-dessus. Donc ça, pour l'instant, les graphiques, voilà. Donc on a ce graphique-là, on l'utilisera pour mettre des points après. On avait aussi évidemment créé hier, on s'en est même servi tout à l'heure, le champ scalaire F, hein. Voilà, et puis là on récupère simplement l'algèbre des sens scalaires pour lui donner un nom CM, voilà, parce qu'on va en avoir besoin par la suite. Donc revenons à nos vecteurs d'enjeu. Donc là on a recréé notre variété, on est prêt à travailler pour cette session aujourd'hui sur les vecteurs. Alors on va récupérer le plan tangent, enfin créer même d'un point de vue informatique, on va créer l'objet plan tangent au point P par cette commande m tangent space P. Donc si on fait ça, il répond ça. Encore une fois, en général, comme on est en mode display LaTeX, il affiche simplement la représentation LaTeX de votre objet. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la nature de cet objet, c'est la commande print qui va vous répondre, voilà, tangent space, point P, etc. Évidemment, il le considère comme un espace vectoriel de dimension finie. Alors là, on rencontre un peu le même, comment on dit, inconvénient, shortcoming, que hier, c'est que c'est un espace vectoriel pour lui sur l'anneau symbolique qui n'est pas vraiment un objet mathématique, ça devrait être sur les réels. Bon. La dimension de cet espace tangent, on peut vérifier évidemment que c'est la même que la variété, c'est-à-dire 2. Et cet espace tangent, il est implémenté par une classe qui s'appelle tangent space. Et cette classe, encore une fois, on voit le même mécanisme que hier. En fait, la classe qui est vraiment créée au niveau où on demande, quand on a demandé un espace tangent, en fait, il y a une classe dynamique qui est créée qui s'appelle tangent space wave category, qui hérite de la classe qui est vraiment implémentée qui s'appelle tangent space. Et cette classe elle-même, elle est considérée comme un module de rang fini. Donc là, il y a une classe de base qui s'appelle Finite Rank Free Module pour les modules de rang fini, puisque c'est un espace vectoriel donc de dimension finie, c'est donc un module de fini. Et en fait, je vous montre cette classe parce que beaucoup de l'arithmétique des vecteurs ou des tenseurs de manière générale, tout ce qui est arithmétique, est implémenté au niveau de cette classe pour les modules de rang fini. Voilà, si on demande, tu es un espace vectoriel, est-ce que tu connais des bases? Est-ce que tu as des bases? La liste des bases, est-ce qu'il y a des bases définies? Eh bien oui, il y a 2 bases qui ont été définies. Oui. Oui. Il a calculé la dimension avant de calculer la base. Comment... Alors, simplement, c'est l'outil, là aussi c'est quelque chose de relativement trivial qui a été fait, c'est quand on demande ici tangent space, là, il sait déjà, enfin cette fonction va créer un espace vectoriel de dimension 2, de dimension, la dimension de la variété, puisqu'on l'appelle sur une variété donnée. Donc là, on passe l'information, ce n'est pas une vérification. Donc ça, encore une fois, ce dim, là, ce que je vous montre, la dim, il ne fait aucun calcul, il retourne la dimension de la variété.
ça a été fait à la création de l'objet. Encore une fois, dans tout ce que je vous montre là, tout ce qui est dimension, tout est explicite. C'est-à-dire que la dimension, c'est jamais une variable n qui peut changer. C'est dès le départ, tout doit être fixé. Il fait des boucles sur cette dimension, par exemple des choses comme ça. Voilà. Donc là, il connaît deux bases. Il connaît deux bases pourquoi? Parce que ce point P, il est dans l'intersection des deux cartes qui sont sur U et V, hein, donc qui ont les coordonnées x, y et x', y'. Donc il a pris les dérivations associées à ces cartes, il les prend au point P. Là, le symbole est un peu abrégé, on ne voit pas que c'est au point P, mais en fait, c'est vraiment le vecteur pris au point P. Donc il y a deux bases dans cette espace vectoriel. Aucune, elles sont sur le même plan. Simplement, il y en a une qu'on va appeler la base par défaut. Elle n'est pas vraiment privilégiée par les calculs. Simplement, quand on ne précise pas une base dans cet espace vectoriel, quand on veut demander des composantes, par exemple, et qu'on n'a pas, je veux dire comme un raccourci, on n'a pas besoin de préciser la base, à ce moment-là, il va prendre cette base-là. Ça, on peut regarder. Tiens, je vais prendre par exemple le premier d'entre eux ici. Donc je vais l'appeler EX par exemple comme un vecteur. EX, donc ça va être, je peux le récupérer là dans ma liste TP basis. Donc la première base de ma liste, qui serait aussi celle qu'on voit aussi, donc 0. Et puis ça serait l'élément 0, hein, on va vérifier que c'est bien ça. Voilà, c'est d sur dx. Donc il affiche comme ça, c'est la dérivation. Et si je fais un print de ce EX, j'aurai un peu plus d'informations, c'est bien un vecteur tangent qu'on note d sur dx, parce qu'en fait, il vient de l'opérateur, si je prends un champ scalaire f, il va faire df sur dx, hein, au point considéré. Hein. Alors, ça on le verra après, on a le droit de le faire au niveau des champs vectoriels, hein, ça marche. Là, au niveau d'un vecteur sur une variété, effectivement l'opération que tu dis est bien définie, c'est même la définition première d'un vecteur. Là, c'est pas implémenté, parce qu'il n'y a pas eu l'usage, mais... voilà. Donc, là... on va créer, donc là on a une base et on peut créer un nouvel élément de cet espace tangent, par exemple en prenant, avec cette syntaxe, toujours la même syntaxe dans Sage, on prend le parent et ensuite on lui fournit comme argument de l'information suffisante pour créer l'objet. Donc là on va fournir les composantes en fait dans la base par défaut, puisque là vous voyez qu'on ne spécifie pas le nom de la base et on spécifie simplement un nom qu'on veut donner à notre vecteur. Donc si on fait ça, on a un vecteur tangent et si on l'affiche, voilà ce vecteur tangent, puisqu'on lui a passé comme composante moins 3 et 2, eh bien c'est le vecteur moins 3 d sur dx plus 2 d sur dy. Bon, et puis après on a des trivialités sur ce vecteur, qu'il est bien dans son parent, c'est bien l'espace tangent au point P. Voilà. Alors ce vecteur on peut le dessiner, et là c'est ce que je vous disais, on peut dessiner, on avait notre objet qui s'appelle graph, c'est l'objet qui est là, l'objet graphique ici, là. Et donc je peux lui ajouter le dessin de ce vecteur au point P. C'est où? Tac, tac, c'est là. Non, c'est là. Voilà, c'est là. Donc là, on ajoute le dessin. Alors pareil, ce dessin, on dit qu'il doit être fait par rapport à la carte des coordonnées cartésiennes de R3, x, y, z. Mais pour ça, il faut passer de la sphère vers R3. Donc on le fait via le plongement qu'on a appelé phi. Puis après, il y a des arguments graphiques, la couleur de la flèche, etc. Et donc ça, voilà, on a notre vecteur V qui apparaît voilà, au point P. On avait déjà dessiné le point P. Et donc c'est bien un vecteur qui apparaît au point P sur la sphère. Bon, c'est pas très intéressant. Voilà. Donc maintenant, on va passer au champ vectoriel. Donc ça, c'est pour juste un vecteur en un point. En fait, voilà. Tac. On va passer au champ vectoriel. Alors, on va revenir à ça. Voilà. Alors pour ça, on va introduire le fibré tangent. Donc je vous rappelle juste, pour fixer les notations essentiellement, les définitions. Donc du fibré tangent, on prend en fait l'union disjointe de tous les espaces tangents sur la variété. Et il y a un objet évidemment qui est très intéressant là-dedans, enfin qui est fondamental dans cette construction, c'est la projection sur la variété qui redonne le point donc depuis un élément. Alors les éléments souvent on les note comme ça comme une paire du point et du vecteur tangent
qui est le non-point. Et ce truc-là, donc voilà. On peut montrer relativement facilement qu'en fait, cet objet-là, il hérite en quelque sorte de la structure de variété de M. Simplement, on va avoir une variété de dimension 2 fois plus grande sur le même corps topologique. Donc ça, c'est le fibré tangent, et ça permet de définir les vecteurs, les champs de vecteurs. Donc un champ de vecteurs, eh bien, c'est un inverse à droite de la projection, c'est-à-dire que en tout point de la variété, on associe un élément de l'espace tangent. Comme on le voit là, c'est un élément de l'espace tangent. Bien, donc ça c'est un champ de vecteurs. Alors, on va considérer, ça va servir de base à toutes les constructions tensorielles sur la variété, tous les champs tensoriels. Et maintenant, on va se poser le problème de l'implémentation, donc dans Sage, des champs de vecteurs. Et là, deux possibilités s'offrent à nous, parce que l'ensemble, donc on a toujours ce schéma en tête parent élément. Donc quand un nouvel objet mathématique comme ça, un champ de vecteurs dans Sage, on va se dire, il faut d'abord former un parent, et puis on aura deux classes, une pour les parents, une pour les éléments. Donc les parents, ça va être évidemment l'ensemble de tous les champs de vecteurs sur ma variété, x de m. Mais cet objet, il a de manière canonique au moins deux structures algébriques qui viennent à l'esprit. La première, c'est que c'est un espace vectoriel sur le corps de base sur lequel vous avez défini votre variété. C'est un espace vectoriel de dimension infinie. C'est assez trivial de voir que c'est un espace vectoriel, notamment la multiplication par un scalaire. Eh bien, je peux la définir en tout point, en fait. Ça va être la multiplication dans l'espace tangent. L'espace tangent, ça c'est le vecteur. Donc V, c'est mon champ de vecteur. V AP, ça veut dire donc V au point P, c'est-à-dire c'est un vecteur de l'espace tangent. Et là, si j'ai la multiplication, donc mon espace tangent, je sais que c'est un espace vectoriel de dimension n sur k, et ici j'ai simplement la multiplication par un nombre, un élément de k, dans l'espace vectoriel. Donc c'est trivial. Donc on a clairement une structure d'espace vectoriel. Mais une autre structure qui peut venir à l'esprit aussi, étant donné qu'on a introduit l'algèbre des champs scalaires sur la variété, en fait c'est une structure de modules sur cette algèbre. Puisque c'est une algèbre commutative, et on peut définir la multiplication par un scalaire de la manière suivante. Donc je prends un champ scalaire, un champ de vecteur, et je la définis point par point. Donc j'ai un nouveau champ de vecteur, ça m'associe un nouveau champ de vecteur. Ce champ de vecteur au point P, ça va être tout simplement, à nouveau je prends le vecteur au point P, c'est-à-dire un élément de l'espace tangent au point P, et là f de P, qu'est-ce que c'est f de P? Puisque f c'est un champ scalaire, f de P c'est un élément de K, donc j'ai à nouveau la multiplication dans l'espace vectoriel, ici, la multiplication scalaire dans l'espace vectoriel qui est l'espace tangent au point P. Donc ça définit clairement une structure de module. Et donc on peut se poser la question, pour l'implémentation, quelle structure on va choisir? Et en fait, on va choisir cette structure de module parce que en fait, on va se ramener comme ça des objets de dimension finie, alors que sinon on aurait un espace vectoriel de dimension infinie. La raison est la suivante, c'est que on va se ramener à des objets de dimension finie lorsque l'ensemble des champs vectoriels x de m est un module libre. Alors c'est pas tout le temps le cas, on va voir, c'est seulement si la variété est parallélisable, mais on va toujours se ramener ce cas-là. Donc en fait, module libre, donc ça veut dire évidemment que le module admet une base, et ça se produit, quand ça se produit, en fait, ça sera plus qu'un module libre, ça sera nécessairement un module de rang fini, avec un rang bien identifié, qui est pas autre chose que la dimension de la variété. Donc on aura quelque chose de dimension n. Alors, ça se produit, par définition, on pourrait dire, si la variété est parallélisable. Parallélisable, ça veut dire qu'en fait, il y a un champ de vecteurs, parce que si c'est un module libre, ça veut dire qu'il admet une base. Et une base, on peut l'appeler également champ de repère, puisque ça va définir un repère en chaque point. C'est-à-dire que, d'abord, ça va être une base. C'est-à-dire qu'étant donné tout vecteur dans l'ensemble des... Donc je prends un champ vectoriel quelconque, je le développe sur cette base. Donc j'ai ici une somme sur A, une convention de sommation sur les indices répétés. Donc ça va de 1 à n, il y a n composantes, puisque je suis le rang du module est n. Et en fait, ça définit, donc ça c'est un champ de vecteur. Si je prends une valeur en un point, eh bien c'est pas autre chose qu'un développement sur la base de l'espace vectoriel tangent induite donc par le champ de repère EA ici. Donc
si ça se produit, alors on peut se ramener à un problème de modules de rang n, et donc on saurait stocker les choses. Par exemple, on aurait n composantes. On va représenter les vecteurs par leurs composantes, qui seront n champs scalaires. Chaque composante est un champ scalaire. Donc c'est ce point de vue-là qu'on va adopter. Alors évidemment, vous allez me dire, mais c'est pas tout le temps vrai, une variété n'est pas tout le temps paralysable. Effectivement, donc elle est paralysable seulement si ce module est un module libre, ou de manière équivalente seulement si elle admet un champ de repère global sur toute la variété. Et une autre façon de le dire, c'est de dire que le fibré tangent est trivial. Alors ça se produit dans certains cas, pour certaines variétés. Évidemment, les variétés simples comme Rn, vu que c'est des variétés... Si une variété est elle-même le domaine d'une carte, c'est-à-dire il suffit d'une carte pour couvrir la variété, automatiquement, vous avez le champ de repère coordonnées associé, les D sur DX, justement D sur DY, tout ça, ça vous fournit un champ de repère global sur la variété, et c'est le cas évidemment de Rn, voilà, puisque vous avez une carte globale, donc vous avez nécessairement un champ de repère global. C'est le cas du cercle, bien que pour le cercle, vous savez que vous n'avez pas une carte globale, il faut au moins 2 cartes pour couvrir le cercle, par contre, vous avez un champ de repère global. Pour le tor, c'est également le cas, et c'est également le cas pour la 3 sphères, puisque l'isomorphe SU2, enfin, le 3 sphères, c'est un groupe de Lie, et c'est vrai ça pour tous les groupes de Lie, en fait, ça c'est aussi un groupe de Lie d'ailleurs. Donc pour tous les groupes de Lie sont parallélisables. C'est vrai aussi pour la sphère de dimension 7. C'est lié à la structure, en fait, c'est parce que les unités des octonions, et bon, ça, c'est pas tout à fait un groupe de Lie, mais... Et c'est vrai aussi de manière générale, donc S3 c'est un cas particulier ça, de toutes les variétés de dimension 3 qui seraient orientables. Alors évidemment, ça c'est quelques exemples de cas où ça marche, les cas où ça ne marche pas, ben, il y en a beaucoup. Il y a la sphère S2 elle-même, justement l'exemple qu'on est en train de considérer n'est pas parallélisable, ça c'est le fameux théorème qui dit qu'on ne peut pas peigner la sphère, ou autrement dit, tout champ de vecteurs régulier sur la sphère doit s'annuler en au moins un point, donc ça empêche complètement de construire un champ de repère global, puisque un élément du champ de repère, ça serait justement un champ de vecteurs, et comme il doit s'annuler en un point, eh ben, il ne pourra pas servir pour construire une base. Et en fait, c'est vrai pour toutes les sphères, sauf les 3 qui sont mentionnées là, c'est-à-dire S1, S3, S7. Et puis, bon, un exemple en basse dimension, le plan réel projectif. Voilà. Donc, comment on va faire, nous? Parce qu'on a envie de traiter toutes les variétés, pas seulement les variétés parallélisables. Eh bien, donc ça c'est ce que je disais, donc on choisit ce point de vue module quand même, et en fait on va se réduire, on va supposer en fait, je vois que sur le transparent, je dis quelques mots d'abord avant de dire comment on va faire, de motiver ce choix-là plutôt que le choix espèce vectorielle de dimension infinie. Donc ce choix-là, de choisir l'espèce module, se ramener à des modules libres, eh bien ça va, comme je disais, c'est comme on aura un rang n, qui est la dimension de la variété, on aura des choses finies, donc pour une implémentation sur un ordinateur, ça paraît raisonnable. Et puis surtout, ça va permettre de réutiliser le même code qu'on a déjà développé pour tout ce qui est espace vectoriel, notamment espace vectoriel tangent, cette classe dont je parlais tout à l'heure, Finite Rank Free Module, qui implémente en fait toute l'arithmétique. Donc il n'y aura pas de nouvelle implémentation à faire pour les champs vectoriels. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Toute l'arithmétique des vecteurs, la multiplication d'un vecteur par un scalaire, enfin toutes les opérations naturelles dans un espace vectoriel, eh ben, on n'aura pas à les réimplémenter, on pourra utiliser directement ce qui a été fait voilà, dans cette classe-là. Donc ça, c'est une motivation, disons, informatique forte pour ce choix-là. Et donc, la question maintenant qui se pose, c'est OK, mais comment on va faire? Eh bien, on va supposer, alors là, je n'ai pas regardé d'un point de vue mathématique dans quel cas ça peut se produire de manière, disons, quelles seraient les conditions sur la variété pour que ça se produise, mais on va supposer que notre variété peut être couverte par un nombre fini de domaines parallélisables. Hein. Donc on suppose qu'on la décompose en une famille d'ouverts, UI, avec un nombre fini M ici, hein, pas trop grand si possible, ça dépend des problèmes qu'on veut traiter, et de manière à ce que chaque ouvert soit parallélisable. Alors évidemment, ça c'est trivial si la variété est compacte, par exemple, puisque dans toute variété compacte, on peut extraire un atlas fini, donc si vous avez un atlas fini, ben vous avez les champs de repère associés à chaque carte, hein, donc vous aurez comme ça. Voilà. Mais si elle n'est pas compacte, bon, ça se produit pour les variétés simples, mais il y a sûrement des cas où ce n'est pas possible. Et on va se limiter donc à ces cas-là. De toute façon, les variétés que tu peux rentrer dans le logiciel, elles sont à la classe finie. Oui, de toute façon, oui.
Oui, dans la pratique, oui, voilà. Ça, mais j'aimerais bien connaître, enfin, je ne sais pas s'il y a des théorèmes mathématiques, des choses qui disent sous quelles conditions on peut décomposer une variété en un nombre fini de domaines parallélisables, par exemple. Juste comme ça. Effectivement, d'un point de vue pratique, on ne pourra pas faire autre chose. Et en premier lieu, on aura forcément un atlas fini, donc on sera dans ce cas-là. Donc on va supposer qu'on a cette décomposition en ouvert. Donc comme je disais, chaque ensemble de champs vectoriels sur les ouverts parallélisables sera en fait implémenté par cette classe-là, ou plus précisément une sous-classe de cette classe-là, qui s'appelle vecteur free module. Et chaque vecteur, à ce moment-là, sera complètement décrit. Donc on va le décrire, chaque vecteur, un vecteur sur toute la variété. En fait, on va le décrire par ses restrictions VI. Donc ici, vous avez l'indice I, le même que là. VI, ça va être la restriction de V à UI, à l'ouvert parallélisable UI. Hein. Et donc, une fois qu'on a ces restrictions, donc ça, il faudra les stocker quelque part, toutes ces restrictions. Chaque restriction, par contre, elle, on peut la décomposer sur un champ de repère, puisqu'on a donc une base dans chaque module X de UI. Et donc, ce qu'on va stocker, c'est les composantes de cette décomposition. Et ces composantes sont elles-mêmes des champs scalaires sur l'ouvert parallélisable UI. Hein, voilà. Et donc, elles seront stockées dans un dictionnaire, toujours ce même mécanisme de dictionnaire interne. Donc, c'est un objet privé, a priori, c'est pour ça que ça commence par un underscore ici. Donc, ce dictionnaire a comme clé les champs de repère, donc il peut y en avoir plusieurs champs de repère hein, sur votre ouvert, puisqu'il est parallélisable, vous pouvez en introduire plusieurs. Et à chaque fois, on aura un jeu de composantes qui seront des champs scalaires. Voilà, c'est comme ça que c'est stocké. Alors, juste pour vous montrer ce que ça... un peu juste brièvement un diagramme de classe qui implémente ça. Donc, la classe de base, c'est cette classe-là pour tous les modules de rang fini. Et donc, les modules pour stocker les tenseurs héritent de ça. Et également, donc, le vector field free module, ça sera pour stocker ce X de UI. Hein, l'ensemble des champs scalaires, c'est une variété parallélisable. C'est ici. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on utilise le même code, en fait, les mêmes morceaux de code aussi pour donc les espaces tangents, hein, puisque ça c'est des espaces vectoriels. Donc en fait, comme ça, on a une espèce de factorisation de code, c'est le même code pour tout le monde. On a juste des spécificités ici liées au fait qu'on ait un champ vectoriel. Voilà. Bon, voilà. Et puis, je vous montre également ça c'est pour les parents, si vous voulez. Ça, c'est le diagramme d'héritage pour les éléments. Et donc, notamment, les éléments des modules de rang fini. Donc, le code couleur, ici, pardon, j'aurais peut-être pu le dire. Ce qui est en bleu, c'est les classes Sage très génériques, comme les éléments de tous les modules. Il y a énormément de modules dans Sage. Ce qui est en rouge, c'est les parties purement algébriques qui ont été développées pour servir sur les variétés, comme ces modules de rang fini. Alors, vous allez me dire, dans ça, il y avait déjà des modules de rang fini, évidemment, il y en a énormément. Par contre, ils ont tous une base distinguée, c'est-à-dire que c'est des modules qui sont construits sur une base qui est figée. Après, on peut changer de base, en fait, mais ça revient à changer de module, en fait. De ce point de vue-là. Et ici, pour les calculs sur les variétés, on avait besoin de choses qui ne dépendent pas des bases, justement. Par exemple, dans l'espace tangent, il n'y a pas de base privilégiée à la construction de l'objet. Donc, peut y avoir plusieurs bases avec les changements de base, etc. Donc ça a été implémenté dans cette partie algébrique-là. Voilà. Et donc, les vecteurs tangents héritent de ça, et également les champs de vecteurs, à la fois les vecteurs tangents et les champs de vecteurs sur les ouverts parallélisables. Bien, voilà. Bon, ça, j'en parlerai après. On va revenir à la feuille de calcul pour voir donc, comment on implémente tout ça. Enfin, j'ai dit comment on a implémenté. On va voir effectivement comment ça fonctionne. Donc, revenons à notre sphère. Donc, notre sphère, elle n'est pas parallélisable, hein, ok, mais on va donc quand même demander son module, qui n'est donc pas un module libre, des champs de vecteurs. Donc, c'est M vector field module. Je l'appelle YM pour pas... C'est plus logique de l'appeler XM, mais comme on avait déjà X pour dénoter les cartes, bon, je prends la lettre Y. Si on demande sa catégorie, c'est un module sur l'algèbre des champs scalaires sur la variété.
On peut vérifier que son anneau de base, c'est bien cet algèbre. Par contre, ce n'est pas un module de rang fini, comme on le disait, puisque la sphère n'est pas parallélisable. Donc évidemment, elle répond false à cette question. Is manifestly parallélisable, ça c'est une opération triviale, c'est pour ça qu'il y a le mot manifestly, il ne fait aucun calcul, il regarde simplement s'il a un champ de repère global défini sur la variété. Et du coup, ça s'est implémenté par une classe qui s'appelle Vector Field Module, nouveau F catégorie. Bon, on peut savoir si une variété est parallélisable ou pas? Non, non, là il fait. Oh, c'est ce que je disais, c'est pour ça qu'il y a le mot manifestly. C'est parce que là il ne fait pas d'opération mathématique. Je pense que c'est un problème difficile. Enfin, je ne sais pas si. Voilà. Alors, maintenant, si on prend par contre le module des champs vectoriels sur l'ouvert U, qui est le domaine de la carte liée aux coordonnées stéréographiques depuis le pôle Nord, eh bien lui, par contre, c'est bien un module libre de rang fini. Son anneau de base, c'est évidemment l'ensemble des champs scalaires sur U. Et lui, il est manifestement parallélisable parce qu'il est manifestement un domaine de coordonnées, puisque c'est le domaine de la carte stéréographique. Voilà. On le voit aussi si on demande son atlas, si on se souvient plus de ce que c'est que U, voilà, on voit son atlas et effectivement il y a bien une carte qui est définie sur U tout entier. Il y a deux autres cartes qui sont définies que sous un sous-domaine de U qui est W, l'intersection de U et de V. Donc c'est un module de rang fini, son rang c'est 2, la dimension de la variété. Et donc, il est implémenté par cette classe qu'on appelle Vector Field Free Module, voilà, et toujours qui a hérité d'une catégorie. Bien. Alors, si on veut voir l'héritage comme ça, là je vous ai fait des petits diagrammes TIC-Z pour vous montrer les boîtes, mais on peut demander à Sage de le faire aussi. Il y a un outil très utile qui s'appelle ClassGraph. Vous mettez le nom de votre classe. Alors là, il faut aller le chercher parce que c'est un nom qui est pas exposé à l'interface utilisateur, mais il faut donc mettre son nom complet avec le chemin dans les sources, en fait, dans les modules sources, Sage, Manifold, Differentiable, Vector Module, et voilà, et là, il y a le nom de la classe. Donc si je vais chercher ce nom de classe et que je lui demande de faire un plot, voilà, ça, je vais me dessiner un diagramme d'héritage. En fait, il va créer un graphe, et alors, il va faire le plot de ce graphe. Et là, vous voyez, on va reconnaître nos objets. Voilà. Finite Rank Free Module, cette classe purement algébrique que j'ai discuté tout à l'heure, eh bien, voilà, les modules des champs scalaires sur les variétés parallélisables héritent de ça. Alors, la classe algébrique hérite elle-même de parents et de unique representation, et au final, tout ça, c'est des sage objects, etc. Là, vous avez le diagramme d'héritage complet. Alors, comme c'est un module de rang fini, on peut lui demander quelles sont tes bases. Eh bien, les bases, il n'en a qu'une, en fait. C'est un champ de repère sur ma variété. Ça, c'est le champ de repère que je connaissais déjà. C'est le champ de repère D sur DX, D sur DY, qui est associé aux coordonnées. Donc là, alors, on pourrait introduire d'autres bases. L'utilisateur peut, s'il peut décider d'introduire des repères qui ne sont pas du tout liés à des coordonnées. Pour introduire des repères. Par exemple, typiquement, une application typique de ça, toujours sur la sphère, si on introduit des coordonnées sphériques, θ-φ, eh bien, on peut introduire une base orthonormale par rapport à la métrique de la sphère. Cette base-là n'est pas une base coordonnée. Cette base-là sera considérée comme la base par défaut. Évidemment, il n'y en a qu'une, c'est la base par défaut. On peut faire la même chose sur l'ouvert V, depuis le pôle sud. Donc cette fois-ci, la base, c'est ça, D sur dx', D sur dy'. Et puis, on peut regarder ce qui se passe au niveau de W. Alors W, lui, il a deux champs de repère définis, puisqu'évidemment, il a l'intersection des deux cartes. Voilà. Et donc, on peut lui donner un nom à ces champs de repère. Là, on peut, j'avais appelé EU le premier, c'est-à-dire celui qui est EU. Voilà, ici, EU, c'est ça. EV, c'est ça. Et donc, si on les restreint avec la fonction restrict à W, à ce moment-là, je les appelle EUW, EVW. On peut vérifier que c'est bien les bases qu'on a ci-dessus. Ça, c'est juste pour leur donner des noms Python. C'est pour récupérer ces deux objets-là. Voilà.
Alors, non seulement il connaît ses bases, puisqu'il les a héritées des coordonnées, mais il connaît également les changements de base, ça c'est très important, les changements de repères, parce que ça va être utilisé dans les calculs, quand on va vouloir passer d'un jeu de composantes à un autre jeu de composantes. Ça arrive souvent dans la vraie vie, on a besoin de faire ça. Il les connaît parce qu'en fait, il les a calculés à partir de la matrice jacobienne. Si j'en récupère un, par exemple, cet objet, en fait, il appartient au groupe général linéaire du module. C'est un automorphisme dans ce module. Et je peux lui demander sa matrice. Sa matrice, elle vient de la matrice jacobienne, en fait, du changement de carte que j'avais défini dès la construction de la variété. Donc il a toute cette information-là, et ce qui lui permet de calculer, d'afficher les composantes dans un repère ou dans un autre. Alors, montrons ça sur un exemple tout de suite. Construisons un champ de vecteurs sur toute la variété M. Donc on appelle la fonction vector field. Là, on n'est pas obligé, mais on peut lui donner un nom si on veut. Ensuite, là, on va définir ces composantes seulement sur un repère, donc sur une sous-partie de la variété, seulement sur U, déjà la base sur U. Donc pour ça, on passe les composantes. Encore une fois, les indices commencent à 0, ils pourraient très bien commencer à 1, il suffirait de déclarer la variété avec start index égale 1 dès le début, si on voulait. Donc par exemple, là je choisis, voilà, comme composante sur D sur Dx, en fait, je choisis il faut que je fournisse un champ scalaire, puisque les composantes, ça va être des champs scalaires. Eh bien, je choisis par exemple de prendre la fonction f qu'on avait déjà construite précédemment, le champ scalaire f, je la restreins à U, parce que là je suis sur U, et puis je lui passe ça. Et puis pour la composante sur D sur Dy, eh bien là je mets un nombre, par exemple, moins 2, vous pouvez mettre pi si vous voulez. Voilà, et donc du coup si je l'affiche, eh bien il va me l'afficher dans la carte par défaut, qui est D sur Dx, et il affiche en fait les composantes dans cette carte-là. Donc ça, c'est bien la fonction f. On reconnaît la fonction f qu'on avait déclarée, enfin son expression en termes des coordonnées depuis le pôle Nord. Et puis là, il y a le moins 2, ça c'est le moins 2 que j'ai rentré là. Bon, voilà. Alors, si on veut récupérer cette composante-là, f, comme un champ scalaire, on peut l'interroger, le vecteur v, avec un double crochet. Ici, comme vous voyez, il y a 2 crochets. Là, on récupère le champ scalaire. Si on demande l'afficher, il affiche bien que c'est le champ scalaire restreint à U, avec ces 2 expressions, puisqu'on a aussi une carte, on a une sous-carte en fait sur U qui est sur W, et on a son expression ici. Et si on met qu'un seul crochet, ce qu'on récupère, c'est la fonction de coordonnées sur cette carte. C'est-à-dire que ça, en fait, c'est une abréviation pour dire, normalement, là on utilise le mécanisme des choses par défaut, normalement ça serait sur le champ de repère EU, mais avec les composantes exprimées dans la carte XU, voilà, ça donne la même chose. Je pourrais lui demander sur un autre champ de repère, EU, par exemple, EVW, la composante là, exprimée sur la carte XU, pardon, la carte oui, XV restreinte à W. Là, il va calculer, il va utiliser les formules de changement de carte et surtout les formules de changement de repère avec les automorphismes qu'on a vus précédemment pour calculer ces composantes-là. Là, c'est la même chose. Non, là, on fait la restriction à W de ce vecteur et on lui demande de l'afficher dans ce repère-là, qui est donc D sur Dx, D sur Dy. Mais si on demande de l'afficher dans le deuxième repère qu'on a sur W, qui est D sur Dx', D sur Y', là c'est une expression plus compliquée, donc il a utilisé l'automorphisme pour calculer ça. Mais vous remarquez que les composantes restent exprimées quand même dans la carte par défaut, parce qu'on n'a pas précisé de carte pour exprimer ces composantes, donc elles sont exprimées en termes de X. Donc la base elle-même, elle est exprimée en termes de X', Y', par contre les composantes restent exprimées en termes de X. Si on veut exprimer dans la carte XV, donc les coordonnées X', Y', il faut le préciser donc, comme deuxième argument ici. Donc c'est la même fonction, mais je rajoute la carte en argument. Et cette fois-ci, j'ai une expression de mon champ de vecteurs en termes des coordonnées X', à la fois pour les composantes et pour les vecteurs de base. Donc ça, on peut utiliser cette expression, c'est le même mécanisme qu'on a déjà utilisé pour les champs scalaires, pour étendre la définition de V à toute la variété. Je vous rappelle que V, quand on l'a défini là, on l'a défini que sur U pour l'instant, parce qu'on a donné ses composantes que sur le repère sur U.
Donc si on veut l'avoir sur toute la variété, sur toute la sphère, il faut l'étendre à V. Et ça, on utilise cette commande en fait, qui est une extension, pas vraiment analytique au sens mathématique du terme, c'est simplement une extension. Il prend les expressions coordonnées comme ça et il dit que désormais elles sont valables sur tout V. Hein, voilà. Donc c'est cette construction-là. Et à ce moment-là, on peut lui demander d'afficher le vecteur V sur tout l'ouvert V. Donc à ce moment-là, il affiche effectivement en termes des composantes x', y'. Voilà, donc là, le vecteur est bien défini sur toute la sphère. Alors comme je le disais tout à l'heure, sur la sphère, un champ de vecteur s'annule nécessairement en un point. Donc on peut essayer de s'amuser à voir à quel point ce vecteur-là s'annule. Eh bien, en fait, c'est simple, dans ce cas-là, il s'annule au pôle Nord. Donc il faut d'abord introduire le pôle Nord, on n'avait pas introduit, pour l'instant sur notre variété on n'a introduit qu'un seul point qu'on a appelé P, il avait comme coordonnée 1, 2 dans la carte depuis le pôle Nord. Là on va introduire le pôle Nord, alors le pôle Nord il a comme coordonnée 0, 0 dans la carte depuis le pôle Sud, hein, quand on fait la projection stéréographique. Donc c'est ce qu'on fait là, on introduit un point de coordonnée 0, 0 qu'on va appeler N comme Nord sur la carte depuis le pôle Sud. Si on avait un doute, est-ce que c'est bien le pôle Nord qu'on a introduit avec ces coordonnées-là? Bon, enfin, si on a en tête les coordonnées stéréographiques, il n'y a pas vraiment de doute, mais si on avait un doute, eh bien, on peut plonger la sphère dans R3, enfin prendre notre plongement phi, l'image du pôle Nord pour ce plongement, demander ces coordonnées dans R3, on va vérifier que si on est bien au Nord, si on est bien au sommet de la sphère. Donc si je demande des coordonnées dans R3, c'est bien 0, 0, 1, donc j'ai bien le pôle Nord. Alors, pour vérifier que notre vecteur s'annule en ce point-là, eh bien, je vais prendre notre champ vectoriel, le champ vectoriel V, là qu'on a construit. N, il va prendre la valeur de ce champ vectoriel au point N, donc ça va être un vecteur de l'espace tangent en N. Okay. Ça, je peux peut-être le montrer au-dessus. V, N, si je demande ça, par exemple, le parent de ça, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'espace tangent au pôle Nord. Hein. Et maintenant, si je le fais afficher, ce vecteur, eh ben, il m'affiche 0. Donc le vecteur s'annule bien ici au point Nord. Si je fais afficher en un autre point, par exemple au point P qu'on avait construit, le point de coordonnée 1, 2, eh bien, il ne vaut pas 0, il vaut un truc, 6e moins 2. Bien. Et alors ce champ de vecteur, je peux le dessiner. Hein, toujours on a des fonctions plot, donc je peux le dessiner. Alors tous les dessins se font en fonction d'une carte, hein, puisque ça va être la carte va donner les coordonnées des dessins, qui vont être prises comme des coordonnées cartésiennes, x, y, même si c'est du θ phi, quoi que ce soit, il va dessiner toujours comme ça. Après, là, on peut définir une carte qui va définir le domaine pour le dessin, c'est-à-dire sur quel il va échantillonner un domaine pour faire. Là, il veut dessiner un champ, donc il faut qu'il échantillonne quelque chose. Et donc, là, c'est la carte elle-même, mais ça pourrait être la carte qui va être bornée, en fait, justement bornée par ce max range égale 2, c'est-à-dire qu'on va être moins 2 à 2 et dans chaque coordonnée, puis un nombre de valeurs, puis après des arguments graphiques. Donc à ce moment-là, ça dessine le champ de vecteur. Alors pour l'instant, les routines de dessin ne sont pas très efficaces, vous voyez, ça met un petit moment, parce qu'en fait, il va faire des dessins de vecteurs tangents, donc il crée les plans tangents à chaque point. Enfin, ça va être optimisé prochainement, c'est pas grand-chose à faire. Voilà, il dessine notre champ de vecteur V dans la carte stéréographique Nord. On peut le voir depuis le pôle Sud, ce champ de vecteur. Donc là, on passe la carte XV pour dessiner le champ de vecteur. Et là, il le dessine aussi. Voilà, j'ai pas plus de valeur. Hop, voilà, ça fait ça, vu depuis le... Et là, on vérifie bien qu'il s'annule bien au pôle Nord. Vous voyez que ce point-là, en fait, c'est le pôle Nord, hein, vu dans la carte stéréographique depuis le pôle Sud, le 0, 0, là. Et là, effectivement, il s'annule au pôle Nord. On peut rajouter ce champ, on peut faire maintenant un dessin 3D de ce champ de vecteur sur la sphère. Donc on va le dessiner dans chacune des deux cartes, ça c'est pour avoir des domaines ici, dans chacun des domaines c'est pour des problèmes d'échantillonnage. Je lance le truc. On va donc le représenter dans la carte sur R3, X, Y, Z, et on va utiliser le plongement pour faire ce dessin. Voilà, donc là il a superposé, toujours avec l'addition des graphiques non sages. Il a superposé au graphe qu'on avait précédemment, qui s'appelait graphe, donc celui-là s'appelle graphe V. Donc on a les objets qu'on avait déjà, notre vecteur, et puis maintenant on a le champ vectoriel V. Alors le dessin n'est pas très joli, parce que c'est des problèmes d'échantillonnage. Ces coordonnées stéréographiques, en fait, elles ne fournissent pas un échantillonnage uniforme de la sphère, quand on fait un échantillonnage uniforme des coordonnées. Et du coup, là, le pôle sud, la partie près du pôle sud est vraiment suréchantillonnée. Près de l'équateur, il n'y a pas grand-chose. Et près du pôle, ça va s'annuler. Vous voyez, le vecteur est de plus en plus petit, il va s'annuler près du pôle. Donc là, le dessin n'est pas très joli, c'était juste pour montrer ça. Voilà. Alors,
Je regarde un peu l'heure. Oui, je vais dire maintenant, on va regarder un peu plus en interne comment c'est fait l'implémentation, mais en fait là c'est simplement, on va illustrer ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que ce vecteur V qui est défini sur une variété non parallélisable, eh bien il va être défini par ses restrictions à des domaines parallélisables. Donc en interne, il y a ce dictionnaire restriction. Ce dictionnaire, il prend comme clé des ouverts et les valeurs des restrictions. Hein, donc c'est des champs vectoriels sur ces ouverts. Donc il y a 3 ouverts, là, U, V, W. Et si j'en prends l'un d'eux, donc là j'interroge, donc ça c'est une notation standard en Python pour prendre la valeur d'un dictionnaire, on fournit la clé. Donc là vous pouvez utiliser un ouvert directement comme clé, hein, c'est accepté par le mécanisme. Donc vous appelez l'élément qui a comme clé U, et là c'est juste une vérification que c'est bien la restriction. Ça c'est là parce qu'on va en interne chercher au niveau du dictionnaire. L'utilisateur normalement devrait appeler que la fonction restrict U ici. Donc ça maintenant c'est un champ de vecteur. Si on demande ce que c'est d'ailleurs, on pourrait le faire afficher. Cette restriction, si je fais print VU. Voilà, il m'affiche que c'est un champ vectoriel sur U. Maintenant, comme U est parallélisable, là je peux travailler au niveau des composantes. Donc l'information principale maintenant, ce n'est pas les restrictions de ce champ de vecteur, c'est ses composantes sur des repères. Et ça, c'est dans un dictionnaire à nouveau qui s'appelle components. Et là, il n'y a qu'un seul champ de repère. Donc la clé, c'est le champ de repère ici, donc la clé est là, il y a 2 points là, et là vous avez la valeur. Et la valeur, c'est un objet pour stocker des composantes, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est un objet, typiquement ça stocke on pourrait dire des tableaux naïvement, mais en fait c'est un peu plus intelligent que ça peut stocker des composantes avec des symétries, par exemple comme ça va stocker, alors pour un vecteur c'est juste un tableau, hein, les composantes, mais pour des tenseurs de plus haut niveau, ça peut être des choses assez complexes, et c'est un objet qui va stocker en fait aussi sous forme de dictionnaire où les clés seront les indices pour les composantes non nulles et les indices de manière non redondante. C'est-à-dire s'il y a des symétries, il ne va pas stocker les 2 composantes qui peuvent se déduire l'une de l'autre par symétrie. Par contre, si je demande la restriction de mon champ de vecteur au domaine W, et si je demande les composantes de ça, là cette fois-ci j'en ai 2 parce que j'ai 2 champs de repère sur W, donc j'ai 2 clés ici, voilà, et j'ai 2 champs de repère. Donc on va faire un peu maintenant comme on avait fait pour les champs scalaires, on va regarder ce qui se passe au niveau de l'addition, de l'arithmétique, comment ça se fait concrètement. Donc là je vais additionner 2 champs de vecteurs, donc j'en ai déjà construit un que j'ai appelé V, et je pourrais en construire un deuxième pour additionner, mais là je vais prendre le même, je multiplie par F, ça j'ai le droit, hein, puisque je suis dans mon module, là c'est une opération complètement définie, j'ai un élément de l'anneau de base, F, et je multiplie par un élément du module, voilà, et donc normalement ça me fournit un nouveau, là il fait l'opération, ça me fournit un nouveau champ de vecteurs. Et alors si je veux comprendre ce qu'il a fait ici au moment de l'addition, je pourrais regarder aussi la multiplication aussi, mais ça, je vais regarder l'addition par exemple, et bien à nouveau, je lui pose la question, c'est quoi ce plus et ce plus, donc c'est quoi ce add en fait, hein. Donc là on va retomber, c'est pas une surprise, on va retomber au niveau de ce add qu'on a vu tout à l'heure pour les éléments, c'est-à-dire qu'on est à très haut niveau, là on est dans sage structure éléments, donc c'est pour tous les éléments, donc c'est le même bout de code qu'on a déjà vu pour les champs scalaires en fait, hein. Donc vous pouvez reconnaître ce code, c'était là, il y avait le if same parent, il va appeler le add simple underscore, donc ça c'est le même code. J'en profite pour montrer un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure quand on a fait champ scalaire. Je vous ai dit quand on a additionné 2, il a fait la coercion, il a converti le 2 de manière automatique en un champ scalaire. Et en fait, cette coercion, elle a été faite là parce que quand on a additionné 2 tout à l'heure, ça c'était false puisqu'ils n'avaient pas, 2 n'avaient pas le même parent que le champ scalaire. Donc il est passé à la ligne suivante. Il a vu que tous les 2 étaient des éléments de certaines structures. Et là, il a appelé le modèle de coercion de Sage. Et c'est là où il a fait la conversion du 2 en champ scalaire, c'était dans cette ligne-là. Voilà. Donc là, si on veut voir vraiment ce que fait l'addition, au niveau des champs vectoriels, on regarde ce qui se passe au niveau du simple underscore. Et donc là, on a un fichier cette fois-ci qui doit être implémenté au niveau des champs tensoriels. En fait, il utilise les mêmes codes que pour les champs tensoriels, puisque la classe champ vectoriel hérite de la classe générale champ tensoriel, vu qu'un champ vectoriel, c'est un tenseur de type 1, 0.
Et donc là, ce qu'il fait, en fait, il va regarder ce qui se passe au niveau des restrictions. Donc c'est là où il utilise le fait qu'on n'est pas sur une variété parallélisable, donc il ne sait pas faire composante par composante, puisqu'il n'y a pas la notion de composante à ce niveau-là. Simplement, il fait une boucle sur les sous-domaines, et il va appeler l'addition sur les restrictions sur cette boucle. Et si les sous-domaines ne sont pas eux-mêmes parallélisables, ça va itérer, enfin ça va s'appeler, ça va être récursif cette procédure, jusqu'à ce qu'il arrive à des domaines où c'est parallélisable. Parce que là, il fera l'addition sur les composantes. Et donc ça, par exemple, ça serait ce qui se passe sur VU. Donc VU, je vais le remettre, VU, ça va être, je crois qu'on l'avait défini, mais je vais le redéfinir aussi pour clarté. V, on va restreindre V à U, donc à ce moment-là, on récupère un champ de vecteurs sur une variété parallélisable, et à ce moment-là, si je demande le add, lui, ça va être un autre code, lui, il va faire vraiment l'addition sur les composantes. Il va chercher une base commune aux deux vecteurs, c'est-à-dire une base où il sait, soit par le calcul, soit l'information est déjà connue, c'est-à-dire il connaît les composantes dans cette base, sinon il va faire des changements de base, il va essayer de faire des changements de base, et après il additionne les composantes dans cette base. Voilà, il va faire l'addition de ces composantes, qui sont des additions de tableaux, on va dire, ou des choses comme ça. Voilà. Bien. Voilà. Donc, voilà, donc ça montre un peu comment se fait l'addition. Maintenant, je vais vous montrer quelques autres opérations sur les champs vectoriels. La première, ça répond à une question qui était posée tout à l'heure. Est-ce que je peux faire agir normalement mathématiquement en un point d'une variété? Un vecteur tangent doit agir sur un champ scalaire. C'est la définition même d'un vecteur tangent. C'est une dérivation sur les champs scalaires. Donc en fait, ça, c'est implémenté au niveau vectoriel, au niveau champ, au niveau des champs vectoriels. C'est-à-dire que je peux faire agir un champ vectoriel sur un champ scalaire, donc je demande V de f, et là il calcule, il me répond V de f parce que c'est pas très explicite, il retourne simplement le LaTeX. Encore une fois, si je veux en savoir un peu plus sur cet objet, il demande de l'imprimer. Bien, c'est un champ scalaire, et si je demande de l'afficher, en fait c'est la dérivation de f le long de V. Et donc c'est un champ scalaire, et ça a des composantes relativement compliquées, parce que les composantes de V et de F étaient déjà compliquées, donc il a fait des dérivations, des petites opérations. Voilà. Alors, donc ça c'était pour les champs de vecteurs. Maintenant, si on veut aborder l'aspect vraiment en calcul tensoriel, si on veut aller dans des tenseurs de valence plus élevés, je vais montrer quelques exemples. On peut commencer déjà par les formes linéaires. Donc on a vu les champs de vecteurs, quelque chose d'assez naturel qui arrive assez vite, c'est les formes linéaires, ou les informes, les champs de formes linéaires sur la variété. Et bien, une façon simple d'en construire une, c'est de prendre la différentielle du champ scalaire f par la fonction différentielle. Donc si on a ça, encore une fois, il retourne le LaTeX, c'est pas très intéressant. Mais voilà, print, c'est une informe qui a été définie sur ma variété. Donc c'est un objet de type tensoriel 0,1. Donc un objet purement covariant, si on veut. Alors que le champ de vecteur, par exemple, lui, c'est un objet tensoriel de type 1, 0. Et ce df, je pourrais le faire afficher, avant de construire autre chose. Si je lui fais un df display, qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche df sur la base par défaut, en fait, donc qui est lié aux coordonnées stéréographiques nord. Et ici, vous voyez, là, il y a le dx dy, c'est une somme du dx et du y. Il a pris en fait les dérivés, là c'est df sur dx et là c'est df sur dy. Vous pourrez vérifier. Si je veux le voir depuis la base, depuis le pôle sud, il faut que je précise ici dans le display que je veux comme base EV, qui était la base depuis le pôle sud. Et là, à ce moment-là, j'ai une expression en fonction de dx' et dy' de ma différentielle. Cette différentielle, en tant qu'informe, elle agit sur les vecteurs. Je peux demander df de v. Ça doit me retourner en fait la même chose que la même chose. Ça doit être un champ scalaire. Print df de v. Et c'est la même chose que v agissant sur f. On peut vérifier, on peut lui demander de tester ça. On peut lui demander est-ce que df de v, c'est bien la même chose que v agissant sur f. Donc quand on lui demande de tester une égalité, vous voyez, il calcule, là, en fait, il va comparer, il va se placer dans des repères, dans des
sous-domaine parallélisable. Non, pardon, là au niveau des champs scalaires, il va se placer dans différentes cartes et il va regarder si sur toutes les cartes où il a l'information, l'égalité est bien réalisée, et là il répond true. Voilà. Après, si on veut donner des exemples de champs tensoriels de valence un peu plus grande, bien on peut former par exemple le produit tensoriel. Là, on a construit un champ de vecteurs, on a V, on a un forme, c'est DF. Et bien, si on prend le produit tensoriel, on le prend simplement avec l'opérateur multiplication. Il va comprendre que c'est un produit tensoriel dans ce cas-là. Et ça va nous donner un tenseur, un champ tensoriel de type 1,1. Hein, puisque, bon, sur la variété. Et si on lui demande de l'afficher, il va l'afficher dans la base par défaut. Bon, ici, ça coupe un peu. Oui, ça coupe là. Ça, c'est la base. Ça, c'est les composantes. Une autre façon, on peut le faire afficher aussi dans la deuxième base, ici. Une autre façon, quand on a des tenseurs comme ça, cet affichage-là n'est pas forcément le plus adapté. Il y a un display comp qui affiche, ligne à ligne les différentes composantes de ce champ. Donc, on peut les voir. Et donc cet objet-là, il a un parent qui est l'ensemble des champs tensoriels de type 1,1. Donc c'est à nouveau un module sur la variété. Si je fais ça par un point catégorie, il doit me dire que c'est un module. Toujours pareil sur l'algèbre des champs scalaires sur la variété. Et comme on est sur une variété non parallélisable, le champ tensoriel est décrit in fine par ses restrictions sur des domaines parallélisables, U et V. Bon, là, c'est le LaTeX qui apparaît, mais chaque truc est un champ tensoriel. Si on fait un print de ce dictionnaire, voilà, on aurait, bon là, alors tout est explicité là, effectivement les clés sont explicitées, on voit que chaque composante est bien un champ tensoriel. Voilà, comme l'heure tourne, je ne vais pas vous montrer beaucoup plus d'exemples, je vais revenir à la présentation pour discuter quelques points. Je ne sais pas s'il y a des questions là, avant que je revienne à la présentation, peut-être. N'hésitez pas. Donc là, je voudrais vous montrer, après ça, je voulais vous montrer... Okay. Voilà. Un petit schéma qui fait un résumé un peu de ce que j'ai dit au niveau de comment sont stockés en interne les objets avec tous ces mécanismes de dictionnaire, là, sans arrêt. Donc en fait, sur ce schéma, on va partir d'un objet de plus haut niveau, un champ tensoriel défini sur une variété en quelque sorte. Comme j'ai dit, en général, la variété n'est pas parallélisable, donc la représentation fondamentale en interne de cet objet, c'est par ses restrictions sur des domaines parallélisables. Donc là, quand j'ai une boîte rouge, en fait, chaque boîte rouge ici est un dictionnaire, au sens Python du terme. Et là, vous avez le nom en rouge, le nom de ce dictionnaire en tant qu'attribut de la classe en question. Alors là, les clés, donc à gauche, donc ce qui est dans les boîtes jaunes, c'est les valeurs du dictionnaire. Et ce qui est à gauche de ces valeurs, c'est donc les clés du dictionnaire Python. Donc là, les clés, comme je disais, c'est les domaines parallélisables, domaine U1, U2, etc. Donc sur chaque domaine, en fait, on va stocker un objet qui est de type TensorField paral, parce que lui, il sait qu'il vit sur un domaine parallélisable. Donc c'est une sous-classe de TensorField, en fait. Et chaque tenseur va être décomposé sur des repères, ici. Hein. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces objets-là? C'est TAB, ici, qui sont donc indicés, puisque c'est une décomposition sur des champs de repères. Donc, j'ai pris un exemple d'un tenseur de type 1,1, c'est pour ça qu'il y a juste ça, ici. Donc là, j'éclate, je montre ce que c'est que cet objet-là, et il y aurait la même chose ici, mais en fait, c'est comme un arbre, mais dont je montrerai que les branches de gauche, pardon, hein, chaque fois, tac, 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 toute cette hiérarchie ici. Et donc là, cet objet-là, bien ça va être des composantes, et ces composantes, en fait, les clés du dictionnaire des composantes, c'est les repères, les champs de repères. Il y en a autant que de champs de repères sur la variété. Voilà, et c'est cet objet de type composante qui en fait stocke de manière générale des choses indicées. Voilà, c'est une classe que je n'ai pas détaillée ici avec les symétries éventuellement de ces objets-là. Alors dans notre cas, chaque objet indicé, enfin quand on prend une valeur spécifique d'un indice, eh bien c'est un champ scalaire. Donc là on a un dictionnaire qui s'appelle comp en interne, bon, peu importe. Et ce qui est important, c'est que les clés c'est les indices, puisque c'est des objets indicés, les clés sont les indices. Donc chaque objet indicé est un champ scalaire, hein, puisqu'on a vu que les composantes étaient des champs scalaires.
Et comme on l'a vu aussi hier, chaque champ scalaire est représenté par son expression coordonnée dans des cartes. Donc ça, c'était le dictionnaire express qu'on a vu hier. Donc là, chaque composante maintenant, un ici, c'est un champ scalaire, et elle s'exprime en termes d'une chart function en fonction des coordonnées explicites de cette carte-là. Dans une autre carte, ça serait une autre fonction de ces coordonnées-là. Et maintenant, ces représentations en coordonnées, c'est à nouveau un dictionnaire qui s'appelle aussi Express dans ce cas-là, mais sur de la classe Chart Function. Et ce dictionnaire, cette fois-ci, il est sur les méthodes utilisées, sur ce que j'ai appelé les moteurs de calcul symbolique. Donc le moteur, par défaut de Sage, qui repose sur le symbolic ring, qui est en fait Pynike et Maxima, un mélange de Pynike et Maxima, Maxima étant utilisé pour la partie simplification. Mais on peut utiliser également, comme j'ai montré hier, SymPy ici. Donc là, quand on est dans Sage, la classe de base s'appelle Expression, c'est les expressions symboliques. Ça, c'est basique, c'est la classe de SymPy de base pour tous les objets SymPy. En fait, c'est une sous-classe de ça en général. Et vous pouvez ajouter ici d'autres méthodes. Donc pour l'instant, ça, c'est les deux méthodes qui sont implémentées. Mais l'idée, c'est ici d'ajouter d'autres méthodes, par exemple Jack, FreeCAS, voilà, et d'autres méthodes symboliques, mais également des méthodes numériques. Donc, je montre ce diagramme pour insister que toute cette partie-là est indépendante en fait, de ce qu'on va utiliser pour faire le calcul. Par exemple, quand on faisait ces additions, qu'est-ce qu'on va utiliser pour l'addition? C'est vraiment défini ici. Donc là, ça pourrait très bien être une addition numérique. Vous pourrez avoir des objets qui seraient représentés non pas par des expressions symboliques, mais par leur valeur sur une grille de calcul. Vous avez calculé une variété, typiquement en espace-temps, en relativité numérique, sur un ordinateur. Ça, c'est stocké quelque part. Et vous voulez manipuler ces données de manière relativement agréable, c'est-à-dire en définissant des champs vectoriels, des champs tensoriels, etc., en faisant calculer des géodésiques, des choses comme ça. Eh bien, vous allez introduire ça. Et donc, le calcul ici se fera uniquement au niveau numérique, se fera là. Il faut introduire une nouvelle boîte, une nouvelle classe, faire un petit anneau pour pouvoir implémenter l'addition, enfin les opérations de base, sur votre tableau numérique. Et à ce moment-là, vous pouvez brancher ça ici et tout le reste devrait passer. Tout le calcul tensoriel de haut niveau, il n'y aurait rien à changer. Voilà, c'est un peu ça l'idée de ce projet. C'est quoi les opérations exactement? Alors, si tu restes au niveau purement algébrique, ton objet, tu vas le définir comme un anneau. Donc, il faudra que chaque truc soit perçu un peu comme un anneau. Mais après, si tu veux faire des opérations qui ne sont pas algébriques, par exemple, prendre le cosinus du champ scalaire, l'exemple qu'on donnait hier, c'était prendre l'exponentielle, par exemple, tu as besoin pour des raisons numériques, il faut que tu définisses une fonction exp qui sache travailler sur ton tableau, sur ta grosse grille de calcul. Voilà. Alors, il faut implémenter la dérivée. Ah oui, il faut implémenter toutes les dérivées partielles par rapport aux coordonnées. Alors, en général, quand on est sur une grille de calcul, on a une seule carte, un seul jeu de coordonnées. Ça a été calculé dans les coordonnées. Donc, il n'y a pas. Mais par contre, il faut implémenter la méthode numérique de dérivation. Donc, les choses à implémenter, c'est toute l'arithmétique et toutes les dérivées partielles. Alors ça, il y a différentes méthodes. Nous, on travaille sur des grilles de calcul qui sont liées aux méthodes spectrales, c'est-à-dire qu'on a des décompositions des fonctions en polynômes, typiquement les polynômes de Chebyshev ou en série trigonométrique. Et donc, à ce moment-là, un calcul de dérivée se ramène à un calcul d'une matrice sur les coefficients de la décomposition en polynôme, par exemple. Donc, c'est des calculs qu'on sait faire numériquement et qui sont relativement précis, puisqu'on est au niveau de méthode spectrale. Donc, après chaque méthode numérique, il faut qu'elle implémente sa propre méthode de calcul de dérivée. Il faut une méthode aussi d'évaluation en un point, évidemment, qui n'est pas un point de la grille de calcul. Donc, quand on a une décomposition en polynôme, eh bien, il suffit de prendre cette décomposition-là pour évaluer le champ au point donné. Pour une autre méthode, ça va peut-être passer par une interpolation entre les points de grille. Voilà, il faut implémenter ce genre de méthode pour pouvoir interroger. Mais normalement, tout ça devrait passer. Donc là, on va d'ici quelques temps faire des tests sur les méthodes qu'on développe dans notre groupe, ces méthodes spectrales, et ensuite ça pourrait être étendu à d'autres méthodes numériques. Alors pour les plots, ce ne serait pas une fois que tu as implémenté ça, tu utilises les mêmes routines de dessin, tout passera. Tout le reste passera parce qu'au final, il va appeler l'évaluation du champ en un point. Donc il faut que tu aies une fonction call quelque part d'implémenter. Donc il va faire donc dans le cas symbolique, ce que fait le call, il s'est fait une substitution du symbole par la valeur numérique qu'on a passée, les coordonnées du point, des choses comme ça. Dans le cas numérique, il faudra qu'il comprenne qu'on l'appelle en ce point-là. Voilà, c'est à toi d'implémenter au niveau de la méthode numérique de la grille de calcul.
Là c'est, oui, effectivement, le plot est fait, enfin, in fine, ça sera du matplotlib ou tout ça, mais je veux dire, la routine de plot, elle va, si tu as implémenté ici, au niveau de ta méthode, quelque chose qui s'est évalué en un point donné, ça passera dans le plot. Il n'y aura pas besoin de changer quelque chose de plot. Voilà, c'est tout. Oui. Et pour rebondir un peu sur ce que vous avez, si les côtés, donc si tu veux, côté symbolique, Oui. est-ce qu'en pratique, les expressions, les exemples intéressants, c'est des expressions symboliques assez arbitraires, ou est-ce que ça vit dans une classe d'expressions symboliques, je ne sais pas, on parle de fraction rationnelle? Pour l'instant, non, c'est très arbitraire, mais on peut imaginer, ici, restreindre, effectivement, avoir un truc purement de polynôme, ou c'est ça que... Oui, pardon. Dans les exemples de la vraie vie, est-ce que c'est pertinent de se restreindre dans une sous-classe des expressions? Alors, pas pour les exemples que je manipule moi, qui viennent de la relativité générale, où en général, il y a des mélanges de fonctions. Alors, souvent, par exemple, il y a des racines carrées, il y a des fonctions trigonométriques, des arctangents, des choses comme ça. Donc là, c'est relativement du symbolique général. Après, il y a peut-être des applications pour lesquelles ce serait plus pertinent de se restreindre à une sous-classe du symbolique. Effectivement, je n'ai pas de... Pas dans ce que je manipule moi, mais... Voilà. Donc, dans le temps qui reste, je vais essayer de... Bon, les champs tensoriels, donc là c'est ce que je vous ai montré très brièvement. Je peux vous montrer... Ah si, plutôt brièvement, je vais vous montrer sur la page des exemples. Donc si vous allez par exemple... voilà, sur la page Sage Manifold, là. Ah ben, je crois que j'avais déjà, en fait. Donc là, il y a des exemples, et il y a la sphère plus détaillée que ce que j'ai fait là. Là, j'ai essayé de montrer l'interne. Là, c'est l'exemple de la sphère qui est là. Il n'y a pas du tout l'interne, comment sont stockées les données. C'est directement d'un point de vue utilisateur final, si vous voulez. Donc cet exemple-là, par contre, il y a plus de choses. Il y a notamment les métriques, que je n'ai pas du tout montré là. Donc ça, c'était des choses qu'on a vues. Je vais aller vers la fin de cette feuille. C'est long que ça c'était. Toc toc, c'est après ça. Il y a des exemples. Ah oui, de courbes. J'ai pas du tout discuté les courbes sur les variétés. Là, par exemple, il y a un exemple de l'oxodromie sur la sphère avec son champ de vecteurs tangents, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait définir. Voilà. Mais par contre, je voulais montrer les métriques. Par exemple, comment on construit. Alors, je vais le mettre en écran. Voilà, la métrique standard sur la sphère, bon, on peut la définir dans nos cartes sphérographiques directement, mais une autre façon de la construire, c'est de la définir comme la métrique induite par la métrique de R3 via le plongement phi. Donc on définit d'abord la métrique euclidienne de base dans R3, comme ça, par le mot-clé métrique. On donne ses composantes. Là, remarquez que les indices dans cette feuille-là commencent à 0, à 1, pas à 0 comme tout à l'heure. Et ensuite, on définit un objet métrique sur la sphère et on fait un set de cette métrique en prenant le pullback par phi, le plongement qu'on avait défini précédemment, de cette métrique-là, et on obtient la métrique de la sphère. Et on peut faire afficher par exemple ces composantes, on peut faire un display de cette métrique. Là vous reconnaissez peut-être, sauf que c'est éclaté, c'est une puissance développée. La métrique de la sphère exprimée en coordonnées sphérographiques. Si on fait un factor, je crois qu'il y a un factor quelque part, oui, je sais plus. Oui. Et là, dans cette feuille-là, on introduit d'autres cartes sur la sphère que je n'ai pas introduites dans la démonstration. On introduit les cartes des coordonnées sphériques. Alors, on peut lui demander d'exprimer. Donc là, il va faire le calcul. Il n'avait pas a priori, il avait récupéré dans les coordonnées sphérographiques. Là, il va faire le calcul avec ses changements de cartes, etc. Et il vous donne bien la métrique standard de la sphère. Donc ça, c'est un exemple de calcul. Et une fois que vous avez votre métrique, vous pouvez calculer, ce que je n'ai pas du tout montré là, par exemple, la connexion de Levi-Civita, la récupérer, vérifier que quand on la fait agir sur la métrique, ça fait bien 0, hein, comme toute bonne connexion de Levi-Civita qui se respecte. Faire afficher les symboles de Christoffel dans les différentes cartes, par exemple les cartes sphériques, comme ça. Prendre la dérivée covariante d'un vecteur. Demander le tenseur du calcul de courbure, donc par la fonction Riemann, qui va vous donner le tenseur de Riemann que vous pouvez exprimer dans différentes coordonnées, et puis en sphérique, par exemple là, puis le tenseur de Ricci, la courbure scalaire, vérifier qu'elle est bien constante sur la sphère. Ça, c'est une identité triviale. Par exemple, cette identité-là, le tenseur de Riemann sur la sphère se déduit complètement de la courbure scalaire puisqu'on a une variété de dimension 2 par cette formule-là. Et voilà une façon de la vérifier, cette formule. Et
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il y avait quelques exemples de calcul, oui, faire apparaître la forme de volume, ou plutôt de surface dans ce cas-là, l'élément d'air, qui s'appelle volume forme, qui est une 2 formes sur la sphère, etc. Puis on peut faire des calculs, prendre la dérive. Voilà, c'est un calcul trivial, on demande la dérive extérieure de cette 2 formes, évidemment c'est une 3 formes sur la sphère, ça va être 0, mais sur des. Voilà, il y a tout le calcul extérieur. Voilà, c'était pour montrer d'autres exemples de calculs que je n'ai pas eu le temps d'aborder ici. Maintenant, j'en arrive. Donc, cette feuille-là que tu viens de nous montrer, elle est accessible? Elle est accessible complètement. C'est-à-dire que quand vous allez dans l'exemple là, vous cliquez sur cet exemple-là, c'est la sphère. Ce que vous allez tomber, en fait, même si ça, je n'ai pas installé sur votre machine, vous tombez sur un outil qui s'appelle le Jupyter NB Viewer, qui va charger le fichier IPython, enfin le fichier Jupyter, et qui va l'afficher pour vous. Donc il va chercher, en fait, là on voit, il va le chercher sur un GitHub, il est stocké quelque part sur un GitHub, machin truc, bon, avec un nom compliqué. Et il vous l'affiche dans le navigateur. Donc c'est une feuille complètement passive. Si vous voulez récupérer cette feuille pour la faire tourner sur votre ordinateur ou sur Cocalc, par exemple, sur quelque part, vous cliquez sur le download qui est là, et voilà, vous avez la feuille là, il faut la sauver dans un fichier. Et à ce moment-là, vous pouvez la faire tourner. Là, ce qui n'est pas passif, c'est les graphiques 3D, ça fonctionne, c'est-à-dire que là, vous pouvez faire tourner, puisque ça, c'est du WebGL, c'est sur votre ordi que ça se passe, et donc ça, vous pouvez le faire tourner. Mais tout le reste est complètement passif dans ces exemples. Donc il y a d'autres petits exemples, il y a la surface de Boy, par exemple, des choses comme ça, avec RP2, là, il y a des exemples hyperboliques, il y a des petits exemples en basse dimension, bon, il y a beaucoup d'exemples sur ces... Voilà, donc j'en arrive maintenant à la conclusion. Non, ça c'était pas la conclusion, c'était plutôt l'introduction. Hop, on va aller vraiment à la conclusion. Voilà. Donc, pour résumer, donc, je vous ai montré quelques détails d'implémentation. Tout ça, donc, c'est implémenté par... c'est que du Python, c'est cette partie-là sur les calculs sur les variétés, c'est que du Python. Dans ça, il y a des choses qui sont en C ou en C++, ou qui passent par du Cython. Ici, c'est que du Python. Il y a beaucoup de lignes, mais beaucoup sont en fait des commentaires et des doc tests. Donc, je ne sais pas le nombre réel de lignes, c'est peut-être le tiers de ça, ou le quart, je sais pas. Tout ça, c'est complètement intégré dans Sage, c'est-à-dire que c'est le mécanisme de soumission dans Sage qui passe par découper les choses en petits tickets ou faire des tickets pour corriger des erreurs. Donc là, il y a eu 31 tickets. En fait, le premier a été accepté donc, en mars 2015, et bon, le dernier, c'est quelque chose qui est en évolution perpétuelle, donc c'est récent. Comme je disais, nouveau sur la page, il y a... pour cet aspect, il y a un exemple, il y a une page Contribute qui détaille un peu ce processus de comment écrire du code dans Sage et comment soumettre un ticket, etc. Voilà, c'est expliqué sur cette page-là, entre autres, et puis sur les pages de Sage elles-mêmes. Voilà. Comme je disais aussi en introduction, voilà, il y a un certain nombre de personnes qui ont contribué à ce projet, soit en écrivant du code, soit en faisant la revue de ces tickets. Justement, il y a eu 31 tickets, il y a eu 31 personnes, souvent c'était la même. On peut citer notamment Travis Scrimshaw qui a fait vraiment un travail de revue remarquable qui a permis vraiment d'améliorer la qualité du code. Et puis, voilà, donc du coup, le code est complètement intégré à SageMath. Alors, ce qui est vraiment présent aujourd'hui, c'est dans la dernière version de SageMath qui est la 8.1. Il y a, ça c'est ce que je vous ai montré, tout le calcul différentiel. Bon, je ne vous ai pas montré dérivé, mais tout le calcul extérieur sur les formes est implémenté. Sur les multivecteurs, c'est les tenseurs contravariants complètement antisymétriques. Bon, tout ce qui est connexion, le calcul du géodésique, je ne vous ai pas montré, ça a été implémenté récemment, c'est-à-dire que maintenant, si vous pouvez donner un vecteur tangent, un point initial, et lui demander, si vous avez une métrique, quelle est la géodésique, donc qui a ça comme condition initiale, il va calculer numériquement pour vous en utilisant la GSL. Bon, ça j'ai montré un peu. Il y a une partie parallélisée, enfin tout ce qui est calcul tensoriel est paralysé au niveau des composantes. En multiprocessing. Mais par contre, ce qu'il n'y a pas encore, c'est d'autres moteurs symboliques qu'on peut ajouter, voire des moteurs numériques.
Il y a la géométrie extrinsèque, c'est-à-dire sur les sous-variétés. Les calculs d'intégrales, c'est pas implémenté. Il faudra améliorer les sorties graphiques, c'est assez rudimentaire ce qu'il y a tout de suite. Et puis après, on peut imaginer vraiment des extensions, par exemple des formes symplectiques, les fibrés ne sont pas introduits, les spinners, etc. Cette partie-là qu'on pourrait mettre là, d'ailleurs, la connexion avec le numérique, explorer des grilles de calcul avec Sage comme outil de haut niveau pour explorer des résultats de simulation numérique. Voilà. Donc, juste si tout le monde est dans l'esprit complètement open source, je pense qu'il anime tous les participants de cette école, tout le monde est bienvenu pour contribuer. Alors, contribuer, ça veut dire simplement, pas forcément écrire du code, ça veut dire par exemple fournir des feuilles d'exemple. Si vous utilisez ça pour un exemple, pour votre travail ou pour un cours, pour illustrer un cours, par exemple des élémentaires, si vous avez une belle feuille de calcul intéressante, n'hésitez pas à la soumettre. On la mettra, il y a une page aussi qui s'appelle Galerie, pour mettre des feuilles de calcul. Voilà, ça peut être intéressant. Écrire aussi de la documentation et vous consulter. Voilà. Voilà, je crois que j'arrive au bout de la présentation, donc je vous remercie de votre attention et s'il y a des questions.